Le 7-9 sur France Inter. Notre invitée Léa Salamé est la patronne de la maison d'édition qui porte son nom et qui a publié environ 4000 livres. Son 4000e ouvrage. Bonjour Odile Jacob. Bonjour. Le métier d'éditeur est sans doute le plus beau du monde, disait Michel Tournier, qui nous a quittés cette semaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Tout à fait. C'est un métier, d'abord c'est le métier de la liberté. La liberté de publier tous les auteurs que l'on souhaite. On a le droit de publier, on a le droit d'accepter, on a le droit de refuser. Donc c'est merveilleux, c'est la liberté. Vous avez créé votre maison il y a presque 30 ans. Vous étiez presque seul, avec un objectif, rendre célèbres les scientifiques. Je veux montrer que la France a les plus grands cerveaux. C'était ça qui vous portait ? C'est toujours ça. J'ai effectivement un parcours un tout petit peu particulier ou différent d'autres maisons d'édition. Mon obsession depuis le début, c'est de faire quelque chose d'un peu différent. Il y a de très très grandes maisons d'édition, très anciennes, qui existent, qui sont connues et reconnues. Comment créer une entreprise de zéro, avec rien, sans rien ? Et je me suis dit, voilà, donc j'ai été étudier aux États-Unis des disciplines qui n'existaient pas en France. C'était le développement de l'enfant, la psychologie cognitive, comment fonctionne le cerveau de l'enfant, comment se passe l'acquisition des concepts chez l'enfant, qu'est-ce qui fait la différence entre le cerveau de l'homme, le cerveau humain, et l'animal le plus proche de nous, le singe. Et on faisait beaucoup de travaux à ce moment-là sur ce qu'on appelle l'éthologie, c'est-à-dire le comportement des singes, des primates. Et alors on apprenait le sign language, le langage des sourds-muets. Et vous avez décidé de l'importer en France, de le J'ai ramener été en obligée France. de revenir en France. J'ai fait une thèse sur la sémantique du développement, l'acquisition des concepts, pourquoi l'enfant apprend à dire fruit, puis ce citron et ce citron-là, dans cet ordre-là. Et tout ça est absolument passionnant, qui est à part génétique, à part culturelle. Et donc j'ai été obligée de rentrer en France. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Ça n'existe pas en France. J'avais le sentiment qu'on avait 25 ans de retard sur beaucoup de disciplines. Je me suis dit, peut-être que là, je serais plus utile en essayant de faire connaître et reconnaître tous ces grands domaines qui partaient des neurosciences, en fait. Voilà, et vous avez publié des psychiatres, des physiciens, des scientifiques. Vous êtes devenu la maison référence pour cela. Comment on fait exister une maison d'édition en 2016 en publiant des livres scientifiques exigeants, sans buzz, sans polémique ? Alors, d'abord, comment on fait ? Il n'y a pas de recette. C'est un métier qui ne s'apprend pas. Vous pouvez aller à l'école, vous pouvez aller à la Sorbonne, vous pouvez aller à l'école normale. C'est un métier qui ne s'apprend pas. C'est que de l'instinct. C'est que de l'instinct. Je vais vous dire, on n'apprend pas, si vous voulez, quand on lit un texte, à essayer de se représenter tout seul le maximum de gens qui sont capables de lire un livre. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Donc, je portais en moi ces idées-là, et je me suis dit, c'est important que la France entière puisse avoir accès. Donc, il n'y a pas d'un côté l'élite, si vous voulez, à qui serait réservée l'excellence, la science, le savoir, la connaissance, et les autres à qui on donnerait du divertissement bas de gamme, de la médiocrité. Et j'avais cette espèce de grande ambition pour le public, que je crois très intelligent et qui a envie de cela. Mais encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand on dit non... Ça change aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression que vous parlez de la médiocrit, du divertissement ? Est-ce que vous avez le monde change et la France change. C'est plus difficile aujourd'hui. Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de vendre vos livres qu'il y a 10 ans ? Écoutez, pour être tout à fait clair, donc tout évolue très très vite. Il y a ces nouvelles technologies, c'est un autre monde. Donc on n'est pas encore à la fin de ce système-là et au début du nouveau, on est au milieu. Mais le livre papier très vivant. Je voudrais dire une chose que peut-être les gens ne savent pas, c'est que 20% donc, des livres numériques sont vendus aux États-Unis et en Angleterre, mais aujourd'hui ils stagnent. Pourquoi ? Parce que le papier, finalement, les gens sont quand même très attachés au papier, ils y reviennent finalement. Il y a à la fois beaucoup de gens qui ont des tablettes, qui lisent des livres sur le numérique, mais il y a aussi des gens, si vous voulez, le cerveau, je reviens toujours au cerveau, le cerveau de l'être humain se développe d'une certaine manière avec l'écrit et probablement différemment avec l'ordinateur. Certaines zones du cerveau se développent, mais la mémoire, par exemple, se développe mieux par l'écrit. Et je crois qu'il faut, et pardonnez-moi d'insister un instant, encourager les enfants. Les enseignants doivent encourager les enfants, les parents doivent encourager les enfants qui lisent sur tablette, n'importe quoi, qui lisent des livres. Donc,
acheter des livres, le papier. Acheter des livres, papier, lire même sur tablette, mais lire des livres. Vous avez commencé en disant le métier d'éditeur, c'est la liberté de refuser des livres. Est-ce qu'il y a des livres que vous refusez? Est-ce que vous auriez publié le Suicide français d'Éric Zemmour, par exemple? Alors, ça ne correspond pas du tout à ce que nous faisons. Si vous voulez, notre objectif, c'est d'éviter. Il y a assez de violence en France, c'est assez compliqué comme ça. Il y a assez de polémiques. Il y a quand même ce nouvel air qui consiste à déformer, à idéologiser toute idée que l'on met comme ça sur la scène. Donc notre objectif à nous, c'est de redonner goût à la discussion, à l'argumentation. On n'est pas d'accord sur les mêmes idées. On peut asseoir, je prends un exemple, on peut asseoir à la même table Jean-Didier Vincent, auteur de Biologie des passions, Jean-Pierre Changeux, le neurobiologiste, l'homme de vérité, et puis on peut aussi asseoir Marc Jeanneret. Tous ces gens-là n'ont pas les mêmes points de vue, mais qu'est-ce que c'est que cette maison? C'est de donner goût à l'argumentation, à la discussion. On prend les idées, on les argumente. Donc la polémique pour la polémique, ça ne vous intéresse pas, globalement? Non, pas vraiment. Si vous étiez un homme, Odile Jacob, est-ce que vous auriez fait autrement? Qu'est-ce que ça change d'être une femme dans l'édition? Alors, c'est pas qu'est-ce qu'une femme. Je vais vous donner deux idées qui me viennent quand je pense à ce que c'est que la misogynie. Parce qu'on en parle très peu. Si vous voulez, il y a une telle compétition entre les hommes déjà. C'est déjà tellement compliqué d'avoir des postes, de pouvoir créer une entreprise pour un homme, de finalement avoir accès. Il y a tellement d'hommes et tellement de compétition et tellement peu de postes et de jobs, si vous voulez, que c'est déjà très difficile pour eux. Donc, ils n'acceptent pas, ou difficilement, qu'il y ait d'autres femmes ou des femmes qui puissent elles-mêmes être compétentes et avoir accès à des postes importants, créer une entreprise. Donc, c'était plus difficile? Ou c'était plus facile au fond? Non, c'est sûrement pas plus facile. Alors la deuxième idée qui me vient sur cette idée de misogynie, c'est important de le dire, c'est que beaucoup d'hommes vous disent évidemment, une femme, si vous voulez, ne réussit pas par ses compétences intellectuelles. Mais d'abord, elle n'a que l'instinct, elle n'est capable que de faire de la littérature qui est bas de gamme. Elle n'a pas la capacité, si vous voulez, conceptuelle. Ces pauvres femmes. C'est pour ça que vous avez voulu vous lancer dans les livres scientifiques, pour montrer qu'une femme était capable de faire autre chose que de l'instinct et de la médiocrité. Peut-être aussi, je n'ai pas cette prétention, mais j'avais une vraie ambition. Qu'elle était capable de conceptualiser? Qu'elle était capable de conceptualiser et que le public veut cela. Il a envie de comprendre, il a envie d'apprendre. Il faut lui donner des choses faciles, simples, claires, mais pas des how-to. Il faut lui donner accès à tous, dans tous les domaines du savoir, de la connaissance et de l'éducation. Mais au fond, du fond, Odile Jacob, tout ça, c'était pas pour épater votre père, prix Nobel de médecine. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là aussi? Alors, on va pas faire de la psychanalyse bas de gamme. Oh. Le père, oui, j'avais la chance d'avoir un père exceptionnel. Très grand savant, très préoccupé par son travail, ayant fait de très grandes découvertes très tôt, compagnon de la Libération. Ça marque sûrement une fille quand il n'y a pas d'autres femmes en dehors de ma mère, qui était une très très grande pianiste. On veut sûrement montrer nos capacités. Les hommes de cette génération étaient particulièrement misogynes et il fallait leur montrer que les femmes sont capables. Vous y êtes parvenue? Je ne sais pas, j'espère.